Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 17 avril, les tensions internationales et leurs effets concrets dominent l'actualité, du Moyen-Orient aux routes maritimes stratégiques. Au pays, plusieurs dossiers touchent directement les droits, la gestion publique et la santé, sur fond de débats technologiques. Géopolitique. L'Organisation des Nations Unies cherche une solution à court terme pour faire transiter des cargaisons d'engrais par le détroit d'Ormuz. L'objectif est d'éviter une rupture d'approvisionnement qui pourrait aggraver une crise alimentaire mondiale. Une impasse dans le détroit perturbe déjà des chaînes logistiques essentielles, avec des répercussions annoncées sur des crises humanitaires. À l'ONU, un groupe de travail dédié au détroit d'Ormuz est mobilisé autour de cette priorité opérationnelle. Jorge Moreira da Silva, qui dirige le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, est aussi à la tête de ce groupe. Les discussions portent sur un mécanisme rapide, centré sur le passage de navires cargo transportant des fertilisants. Un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban est annoncé par le président américain Donald Trump. L'entente vise une suspension des combats entre Israël et le Hezbollah. Mais le Hezbollah n'a pas confirmé son adhésion. Ni Israël ni le Liban n'ont confirmé officiellement le cessez-le-feu, malgré l'entrée en vigueur annoncée de la trêve. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit des opérations avec une poussée vers l'est et des frappes. Des violations du cessez-le-feu sont déjà dénoncées, alors que la trêve vient à peine de commencer. Donald Trump affirme aussi que des dirigeants d'Israël et du Liban devraient se rencontrer prochainement pour viser un accord plus large. En Israël, la surprise domine face à cette annonce, et plusieurs doutent que cette trêve ouvre une sortie durable du conflit. À Montréal, des membres de la diaspora libanaise disent accueillir une mince lueur d'espoir, tout en restant sceptiques après de multiples désillusions. Au Liban, la population subit les conséquences humaines directes de plusieurs semaines de frappes. 6 semaines de bombardements israéliens ont déplacé largement plus d'1 million de personnes, soit environ un cinquième de la population libanaise. L'armée libanaise a averti des résidents qui ont fui le sud de ne pas rentrer immédiatement. Malgré cet avertissement, des images montrent déjà des véhicules qui se dirigent vers le sud. Le conflit frappe aussi un pays déjà plongé dans une crise économique sévère, avec un soutien gouvernemental limité. Des organisations privées tentent de combler les besoins, en intervenant là où l'État ne suit pas. Le pape Léon XIV condamne ce qu'il appelle une poignée de tyrans, qui ravagent le monde par la guerre. Cette prise de parole survient après une escalade publique de tensions avec Donald Trump, liée à une guerre impliquant l'Iran. Le pape poursuit une tournée de 4 pays en Afrique, avec des étapes prévues dans des villes importantes. Il doit notamment se rendre à Douala, un grand port, pour célébrer une messe et visiter un hôpital. Le Vatican s'attend à environ 600 000 personnes pour la liturgie annoncée. Le pape a aussi dénoncé le coût des guerres en évoquant des milliards dépensés au détriment d'autres besoins. Canada. La Charte canadienne des droits et libertés marque ses 44 ans, dans un climat politique jugé charnière. Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, se dit très préoccupé par l'usage provincial de la clause dérogatoire. Il critique la façon dont des provinces contournent des droits garantis en invoquant cette clause. Sean Fraser affirme être prêt à mettre en place des balises autour de son utilisation. L'anniversaire de la charte s'accompagne d'une mise en scène officielle, avec une cérémonie de signature sur tapis rouge. Le débat met en jeu l'équilibre entre pouvoirs provinciaux et protection constitutionnelle, au cœur du cadre juridique canadien. Au Québec, l'UPAC dit craindre du copinage dans les relations entre le gouvernement et la firme CGI. Le gouvernement envisage la création d'une coentreprise avec l'entreprise québécoise. L'objectif affiché est d'accroître la souveraineté numérique de l'État. Le dossier soulève des questions de gouvernance et d'intégrité dans l'attribution et la structuration des partenariats informatiques.
L'UPAC place ainsi l'enjeu sous l'angle des risques de favoritisme, dans un secteur où les contrats publics pèsent lourd. À Ottawa, le gouvernement reconnaît qu'il pourrait devoir acquérir de nouveaux espaces de bureau. L'enjeu est lié au retour en présentiel demandé à des employés syndiqués de la fonction publique. La question porte sur la capacité immobilière, alors que les exigences de présence augmentent. Le dossier intervient dans un contexte de gestion des coûts et d'organisation du travail, qui met la pression sur l'État employeur. Le gouvernement admet donc qu'une expansion physique du parc de bureaux demeure une option sur la table. L'Organisation de coopération et de développement économique prévient que la COVID longue coûtera des milliards au cours de la prochaine décennie. Le chiffrage évoqué atteint jusqu'à 11 milliards de dollars américains par an pour les pays de l'OCDE. L'avertissement met en évidence une charge économique durable, liée à des symptômes persistants après l'infection. Cette projection replace la COVID longue dans les priorités de santé publique et de productivité au-delà des vagues aiguës. La protection de la diversité des langues face à l'intelligence artificielle devient un enjeu culturel et politique. Des voix dénoncent une forme de colonisation linguistique par l'IA. Le problème concret porte sur la place des langues moins dominantes dans les outils, plateformes et modèles de traitement du langage. Le débat vise à éviter que l'écosystème numérique favorise systématiquement quelques langues au détriment d'autres communautés. Science. Le groupe Flex mise sur la fabrication liée à l'intelligence artificielle au Mexique, avec une stratégie d'investissement de grande ampleur. L'entreprise a investi 2,3 milliards de dollars américains au Mexique au cours de la dernière décennie. Une nouvelle injection de fonds vise à faire passer son rôle dans le secteur technologique mexicain à un autre niveau. Le pari industriel porte sur la capacité à produire, intégrer et soutenir des chaînes de fabrication adaptées aux technologies d'IA. Le choix du Mexique souligne l'importance des écosystèmes manufacturiers et de la proximité des marchés nord-américains. L'enjeu est aussi celui de la compétitivité, alors que la demande pour du matériel et des systèmes compatibles avec l'IA augmente. Des ministres des Finances et de grands dirigeants bancaires expriment de graves inquiétudes sur le modèle Mythos, un système d'IA. Des experts estiment que Mythos pourrait avoir une capacité sans précédent à repérer des failles de cybersécurité. L'inquiétude centrale concerne la possibilité d'identifier et d'exploiter des vulnérabilités plus vite que les défenses ne s'adaptent. Le dossier touche directement la sécurité des institutions financières et des infrastructures numériques critiques. Les alertes venues de responsables économiques montrent que le risque n'est pas théorique, mais lié à des usages potentiellement malveillants. La question devient celle de l'encadrement, de la diffusion et de l'accès à des modèles capables d'automatiser des attaques sophistiquées. Climat. La Chine annonce un plan pour doubler sa production d'énergie propre d'ici 2035. Le programme inclut un projet hydroélectrique au Tibet présenté comme un levier majeur de production. Il prévoit aussi des pôles d'énergie renouvelable dans des zones désertiques, conçus comme des hubs de génération. Le signal politique vise à accélérer le virage énergétique avec des impacts attendus sur le mix électrique du pays. Monde. En Inde, le Parlement se prononce sur des mesures qui pourraient transformer la représentation politique. Le gouvernement de Narendra Modi pose des projets de loi liés à la délimitation des circonscriptions. Le même paquet législatif vise aussi à ouvrir la voie à une quota de femmes au Parlement. L'opposition exprime des réserves et conteste les intentions derrière cette accélération. Le débat se joue sur la refonte possible des sièges et sur les règles du jeu électoral à moyen terme. En Afrique du Sud, Julius Malema écope d'une peine de 5 ans de prison pour une infraction liée aux armes à feu. Le chef du parti Economic Freedom Fighters, la 4e formation politique du pays, avait été reconnu coupable l'an dernier. La condamnation découle d'un événement survenu en 2018 lorsqu'il a tiré en l'air avec un fusil lors d'un rassemblement politique. Ses avocats ont interjeté appel immédiatement. Julius Malema reste libre pendant la procédure d'appel malgré la peine prononcée. Au Soudan, les monts Nouba tentent de tenir comme refuge fragile sur une ligne de front instable.
Cette région se situe entre le Soudan et le Soudan du Sud dans un espace décrit comme auto-administré. Les monts Nouba accueillent des centaines de milliers de réfugiés. Les autorités et les communautés locales peinent à les soutenir faute de moyens suffisants. La zone doit composer avec des dynamiques de guerre complexes qui rendent la protection des civils plus difficile. En Australie, Ben Robert Smith est remis en liberté sous caution après des accusations criminelles très lourdes. L'ancien caporal du SAS fait face à 5 chefs d'accusation de meurtre qualifiés comme crimes de guerre. Ces accusations portent sur des décès allégués de civils en Afghanistan. La liberté sous caution intervient avant un éventuel procès. L'affaire relance le débat sur la responsabilité pénale dans les opérations militaires à l'étranger. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 797 $ américains, en baisse de moins 0,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 80 $ américains, en hausse de 0,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 75 548, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,728 $ américains. L'Europe et l'Asie font face à une pénurie imminente de carburant aviation avec des effets possibles sur les vols. S'explique par une guerre impliquant l'Iran et par la fermeture de fait du détroit d'Ormuz. Des responsables du secteur avertissent que l'Europe pourrait n'avoir qu'environ 6 semaines de carburant disponible. Les coûts du carburant montent déjà et plusieurs compagnies aériennes augmentent leurs prix. La pression pourrait se traduire par des tarifs plus élevés pour les voyageurs, à l'approche de la saison estivale. Le scénario envisagé comprend aussi des annulations de vols si les flux pétroliers ne reprennent pas rapidement. L'incertitude pèse sur la planification des transporteurs qui doivent sécuriser leurs approvisionnements à court terme. À savoir aujourd'hui, le 17 avril 1961, l'invasion de la baie des Cochons débute à Cuba avec un débarquement de forces anticastristes. Le 17 avril 1970, l'équipage d'Apollo 13 revient sur Terre après une mission marquée par une grave avarie en vol. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.